Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous êtes dans le ZC11 culturel, effectivement, comme tous les jeudis, 16h. Vous allez passer un petit moment pendant 45 minutes avec moi pour découvrir un invité. Donc, on est le 18, il ne faut pas l'oublier. On arrive rapidement vers les vacances. On arrive aussi vers la fin de la saison du ZC11 culturel. Mais pour ces derniers moments, il va y avoir vraiment de bonnes choses. C'est vrai que toute l'année, on n'a pas cessé de découvrir des talents, découvrir ce qui se fait de bien en Guadeloupe. Et effectivement, ce jeudi, on va effectivement aller dans l'histoire de la Guadeloupe, mais pas seulement. On va voyager avec un invité de qualité que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais avant, comme chaque jeudi, je démarre toujours par un petit coup de cœur. Et ce petit coup de cœur, c'est rien que pour vous, rien que pour mes auditeurs et mes téléspectateurs Facebook et tous ceux qui nous regardent. Prenez plaisir. Demain, savoir sur quel pied danser et changer de main, sans forcer, sans faux semblant, sans faiblir, sans faillir, sans feinter, savoir sur quel pied penser, la force de changer demain. L'envers, puis ou pensez plier un café combat pour un morceau pain. T'as la carte c'est liquide ou longtemps j'apparais pour faire la guerre. Les petits mous comme enfin pour boudin c'est les rapas des pleins. Cavalier aux dames, première figure, couleur, présenté corps et âme. Je demande si vous amendez le monde des mondes dominants. Dépassez l'alignement des dominés. Si vos dos sont courbés, relevez la tête. Et les hommes de colère se sont levés debout face aux hommes couleurs les traînant dans la boue. Triste combat de peau, douleur vernaculaire. Parce que tout le monde sait pas moule, mais le monde à l'envers. Ouvrez barrière pour laisser passer nos couleurs. Les étendards sanglants méritent d'être lavés. Après le sang versé, c'est vers le sens qu'il faut aller. Cavalier aux dames, fini le temps des colonies. Laissez colonnes vertébrées, désappuyez vos libertés. Les petites sont qu'attendent sans qu'avoir qu'à marquer l'esprit. Mais ou si ou les marronnes pour tchember ça qui perd. Si l'on côté ou y'a ça qui brûle, regardez bon pour tout dit brebis. Faudrait ou ça choisir, ça qui tini l'amour réel. Si nous pas ça sentir, chalet en toute couleur. C'est pas la peine rêver, soleil en bas boire. Si tout le monde est même gens, ça va être meilleur. C'est l'homme ou c'est le cabas, on tiracli l'espoir. C'est pas Goumé qui changé des mains. Moi c'est un homme ou c'est un aussi. Ou peut venir parler avec moi. C'est pas couler, capoter crédit. C'est pas Goumé qui changé des mains. Moi c'est un homme ou c'est un aussi. Ou peut venir parler avec moi. C'est pas couler, capoter crédit. Cavalier aux dames,
donné à la cadence. Belligérance c'est décadence. L'homme qui lutte est l'homme qui pense. Si créance n'a pas croyance, la question n'a pas réponse. Pas bégayer, pas déballer, déshabiller, mauvais sujet. Avancer en position positive sur la ligne. Je vous ai dit de dégourdir les esprits qui biguent. Laissez passer les esprits vides. Votre histoire est votre guide. C'est pas tout qui est changé des mœurs. Moi c'est un homme, nous c'est un aussi. Moi c'est un aussi. Avec moi, c'est pas tous les capotes et crédits. C'est pas tout qui est changé des mœurs. Changé des mœurs. Moi c'est un homme, nous c'est un aussi. J'espère que vous avez apprécié ce petit coup de cœur de Stéphane Castré qu'on a reconnu avec la chanteuse de très belle voix de Simone Legrand, accompagnée de Stéphane Filet, effectivement Changer de main. Un titre qui tombe très bien, qui est bien à propos dans tout ce qu'on vit actuellement, dans toutes les réflexions qu'on peut avoir justement sur notre regard du monde et notre existence sur cette terre. Mais on va faire sans transition justement la présentation de l'invité qu'on a aujourd'hui. Donc avant de dire son nom, je vous dirais qu'il est sociologue, qu'il est passionné d'histoire, qu'il a contribué à des écrits sur la connaissance et l'appropriation de l'histoire de la Guadeloupe et de sa commune, plus particulièrement Petit-Bourg, dont il a été maire de 2001 à 2008. Donc je crois que je vous ai déjà donné des éléments qui permettent de savoir qui est mon invité. Il est aussi consultant en relations sociales spécialisé en sciences sociales du développement. Il a été aussi, dans mes recherches, j'ai découvert qu'il était l'auteur d'une thèse, j'avais que 8 ans, oh là là, ça me rajeunit, qui était intitulée « Procès de capitalisation et lutte paysanne dans l'agriculture guadeloupéenne ». C'est aussi une personne qui a exercé au sein du centre hospitalier de la Guadeloupe en tant que directeur de formation. Et vous voyez, je vais vous le montrer, énormément de littérature, énormément de livres, parce qu'il est auteur. Et c'est vrai que la transmission se fait aussi par l'écriture. L'invité du genre. Et Harry Roussillon. Bonsoir. Bonsoir d'être sur mon plateau cet après-midi. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Je veux dire que... Comment on peut dire ça? On tressaille, parce que quand on voit autant d'écriture, autant d'histoires de notre pays, c'est vrai qu'on est jeune, on aime à dire qu'on entend, on écoute, on vit à travers la télé, on vit à travers ce qu'on nous a appris, parce que beaucoup d'entre nous sont partis hors de la Guadeloupe. Et j'en sais quelque chose parce que beaucoup de nos jeunes partent très tôt pour aller trouver justement l'Eldorado dans le pays, la France. Sauf que ce pan de culture, ce pan de notre histoire, on ne l'a pas eu. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je profite de cette émission et merci effectivement d'avoir accepté mon invitation pour pouvoir on va faire plusieurs volets. On vous décrypte un petit peu comment vont se dérouler cette émission. Donc on va effectivement faire ce volet historique de la Guadeloupe. On va aussi parler d'un volet sociologique, une dimension sociologique. Bien entendu, suivez-nous sur Facebook, il y aura des questions d'actualité, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que M. Boussillon est sociologue avant tout. Et on va aussi on va s'arrêter aussi sur son dernier ouvrage. Et en lisant, en parcourant les quelques feuillages, j'ai énormément ri, parce que ça demeure, ça reste, c'est ancré. Et on a beau dire, ça m'a ramené à mon premier entretien d'embauche. Donc, c'est pour dire, on aurait pu dire que c'est un concept qui n'existe plus. On disait ça entre nous. Mais oui, ça dépasse les frontières. Tout à fait. Ça va bien au-delà, donc on aura l'occasion d'en parler. Mais avant, effectivement, on va s'arrêter sur un des premiers sujets. Ça fait partie de notre histoire. On va parler de l'esclavage. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes disent « Ouais, c'est bien avant ».
pourquoi toujours parler de l'esclavage? Pourquoi nous toujours remettre ça au goût du jour? Parce que nous pas en 1800 encore, nous en 2020. Alors, expliquez vraiment pourquoi, effectivement, il est important que ce pan de cette histoire soit connu de tous. Si nous ne nous référons pas à l'esclavage, nous ne pouvons pas comprendre qui nous sommes. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Pour être au monde aujourd'hui, il faut savoir d'où l'on vient. Puisqu'il y a des attitudes, des comportements que nous pouvons avoir aujourd'hui, que nous ne pouvons pas expliquer si nous ne faisons pas le lien avec ce que nous avons été, je dis nous, parce que nous avons existé à travers nos parents et nos arrière-parents. Donc, nous avons été constitués dans l'esclavage, c'est-à-dire l'esclavage, la matrice de la société esclavagiste, disons, c'est le bain amniotique de notre naissance, de notre nation guadeloupéenne. Tout à fait. Donc, je pense que ceux qui disent qu'il ne faut pas parler de ça, quand il s'agit de personnes qui ne sont pas nous, c'est qu'ils veulent perpétuer, disons, la sommation à l'oubli à laquelle nous avons été convoqués. On nous a demandé d'oublier après l'esclavage. C'était les premiers mots des commissaires de la République qui arrivaient ici. Il fallait oublier. Et ceux d'entre nous qui disent également qu'il faut oublier, c'est parce qu'ils refusent de se regarder, c'est parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont été, c'est parce qu'ils considèrent que leurs parents étaient esclaves et non esclavisés, étaient esclaves, et donc ils refusent, disons, d'assumer toute l'histoire. Non, je crois qu'il est important non seulement de savoir, mais il est important effectivement que la transmission soit faite, que nous nous évertuions à transmettre, parce que si on ne transmet pas, et si on ne transmet pas de manière convenable, avec pédagogie, avec un effort d'explication, nous pouvons soit tomber dans, disons, une position de soumission totale, soit nous pouvons cultiver du ressentiment. Enseigner l'histoire, c'est permettre justement de dépasser ces deux travers-là, la soumission totale, perpétuer l'abêtissement, ou alors, disons, ne pas tomber dans la haine, de le ressentiment. Pour que nous puissions être aujourd'hui, il faut connaître l'histoire de l'esclavage. Donc effectivement, il y a dans le livre aux éditions Nestor, Histoire sous l'esclavage par Harry Boussignon, je vous le montre. Dans la préface, on dit effectivement que la société esclavagiste est comme toute société impure. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, on a entendu notre président. On n'avait pas eu l'impression que cette dénomination était, était verbalisée. Parce que c'est vrai que quand quelque chose est impur, on essaie de se racheter, on essaie de la nettoyer, on essaie de la rendre plus visible. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que de cette histoire, fait qu'aujourd'hui, on a du mal à en parler, on a du mal justement à le transmettre? Oui, quand je disais que la société esclavagiste, elle n'est pas pure, c'est une société complexe. Elle est complexe, elle est faite de souffrance, de très très grandes souffrances, elle est faite de racisme, elle est faite de lutte d'esclaves, elle est faite de complot, mais elle est faite également, disons, de dénonciation, de délation. Elle est faite également d'amour entre les hommes et les femmes, puisque c'est une société humaine, donc une société complexe. On ne peut pas, on peut décrire l'esclavage, mais personne aujourd'hui ne peut dire ce que les esclaves ont ressenti. Personne ne peut dire, parce qu'ils n'étaient pas là. Et c'était des relations humaines. Les relations humaines sont par définition complexes. Ce n'est jamais très simple. Oui. Et c'est pourquoi je pense que étudier l'esclavage, c'est aussi aller tout au fond en se détachant en même temps. Il faut forcément se détacher. Sinon, on est pris par des émotions, on est pris par des sentiments qui peuvent faire en sorte que nous ne voyons pas très bien de manière objective. Alors, si on parle d'esclavage, bien entendu, on ne peut pas ne pas parler du Code noir. Oui. Alors, on le sait, toujours pas aboli. Même si on n'en parle pas, on peut aller au Memorial Act, on verra qu'il y a des passages. Mais justement, comment notre société actuelle voit ce Code noir? Comment on voit le Code noir? Je ne sais pas si les gens s'en inquiètent. Non, on en parle. Je pense qu'il faut en parler. Et tous ceux qui ont essayé, d'une manière ou d'une autre, disons, de présenter le Code noir comme un instrument, disons, pour humaniser l'esclavage, je pense qu'ils se trompent fondamentalement. Je crois que ça a été démontré, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça a été, nous avons eu quelques années des tentatives
disons, de vouloir dire, bon, en fait, c'était pour réglementer la société esclavagiste, il fallait tenir la main des maîtres qui étaient trop sévères. Bon, quand on lit quand même le Code noir, c'est un document, disons, qui légifère. En fait, c'est la constitution de l'esclavage, je dis ça souvent. C'est l'architecture administrative, juridico-administrative de l'esclavage qui le légalise, qui le légitime. Et en aucune manière, il n'est pas possible de lui trouver des aspects positifs. De la même manière qu'on ne peut pas dire que la colonisation a des aspects positifs. Oui. On ne peut pas dire ça. Tout à fait. Il ne faut pas dire ça. Surtout. Okay? Donc pour le Code noir, c'est pareil. On n'a pas, disons, à essayer de faire une tri en essayant de voir ce qui était quand même bon. Dedans, non, ce n'était pas bon. Alors justement, la question se pose, c'est vrai que c'est peut-être une question personnelle. Est-ce que dans les réparations, justement, parce que beaucoup demandent réparation, l'abolition de ce Code noir, ça veut dire que l'État français reconnaisse qu'il faut effectivement le rayer Oui, bon, ce serait symbolique. Mais j'ai presque envie de dire, il y a un certain nombre de questions comme ça qui se posent, on reviendra sur d'autres choses concernant les statuts, par exemple, bon, qui interpellent l'État français. Bon, j'ai presque envie de dire que c'est son problème à l'État. Ouais. C'est son problème. Je crois que nous avons le droit, quant à nous, d'exiger réparation. Ça, c'est clair. Ouais. On exige réparation pour ce qui a été fait. Après, on va discuter, disons, des modalités. Mais le principe de la réparation est acquis. Bon, après, le problème, c'est de savoir, est-ce que nous serons dans des supplications à demander à l'État français, ouais, mais reconnaissez-nous, le Code noir, vous devez l'abolir. À la limite, je pense que ça veut dire que moi, je m'en fous. Ouais. Il fait ce qu'il veut. Moi, je sais qu'il n'existe plus. C'est ça. Donc, revendiquer que l'État français règle ça de manière administrative, c'est me reconnaître également comme faisant partie de la nation française. C'est reconnaître que je suis français et en tant que français, je demande à l'État français d'abolir ça. Non. En tout cas, personnellement, moi, ce n'est pas un combat que je mène, sauf que le combat pour les réparations, c'est un combat qui est légitime. Il faut continuer à le mener. Donc, on va faire un saut dans le temps. Donc, de l'esclavage, bien entendu, il y a eu l'abolition. Et après, on arrive dans les années 1900 où on va parler de la Première Guerre mondiale. On va faire un bond. Il faut savoir que tout le monde voit des statues... des monuments morts. Oui, c'est ça. Des monuments aux morts un peu dans chaque commune de la Guadeloupe. Même en France, ça existe. Et on se dit, mais pourquoi nous, on a un monument aux morts? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que c'est vrai que cette partie, on apprend encore sur les bancs de l'école, on nous apprend la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'on va dire que si on est Guadeloupéen, Martiniquais, on est français. Mais c'est quand même à 7000 km, on a eu des soldats qui sont partis à la guerre. Est-ce que justement ces soldats avaient conscience de ce qui les attendait en arrivant là-bas? C'est-à-dire que moi, j'ai abordé l'étude de la Première Guerre mondiale petitement et progressivement, je l'ai dévoré en fait. Je suis rentré dedans. J'ai commencé à partir d'un point d'attaque qui était l'histoire au niveau de ma commune, voir, disons, quels étaient les petits bourgeois qui avaient participé à la Première Guerre mondiale. Il fallait refaire la plaque sur le monument aux morts. Il manquait des soldats. Donc, je suis rentré comme ça dans la Première Guerre mondiale. Et j'ai découvert, je l'avais appris en classe, mais là, j'ai découvert la mobilisation guadeloupéenne. Alors, les jeunes qui partaient, alors il faut d'abord savoir rappeler qu'il y avait quand même, il y a un certain temps que les Guadeloupéens, par l'intermédiaire de leur parlementaire, et même Boisneuf et tout ça, mais même avant, demandaient à ce que les Antillais et les Guadeloupéens puissent faire le service militaire. Tout à fait. Parce qu'on ne faisait pas le service militaire. Ce n'était pas service militaire obligatoire pour nous. Il y avait des engagés. Donc c'est à partir de 1913, juste avant la guerre, que les Guadeloupéens, disons, seront appelés à faire le service militaire. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est une bataille qui a été menée et c'était dire en fait qu'il fallait que l'on nous reconnaisse comme Français à part entière. L'esclavage avait été aboli, certes, mais sauf que nous n'avions pas encore payé l'impôt du sang. Il fallait que les Guadeloupéens payent l'impôt du sang, qu'ils aillent sur les champs de bataille et comme ça, on pourrait les reconnaître comme Français. Donc ça participait d'une vision d'une certaine élite politique. Je ne dis pas que ce soit la masse de la population. C'est-à-dire de partir de sortir de ce statut de colonie. De colonie, c'est-à-dire là, c'est ça. Il fallait aller. On n'était pas encore département français. On était colonie, mais on était à peine citoyen français parce que le citoyen français c'est celui qui paye l'impôt du sang. Et nous n'avons pas encore versé notre sang sur les champs de bataille en France. Okay? Donc c'était cette
cette revendication-là. Et puis les Guadeloupéens sont partis parce que, bon, c'était également l'aventure. Hein. Il faut savoir que le premier contingent de Guadeloupéens qui part, en France, la guerre n'est pas encore déclarée. Ils partent en 1913. Oui. La guerre est déclarée le 8 août 1914. Et c'est en arrivant là-bas, d'ailleurs, c'est une hécatombe. Ils arrivent en plein hiver. Il y en a plein qui meurent. Oui. Il y en a plein qui meurent. Oui, et il y en a plein qui sont ramenés en Guadeloupe. Et c'est après donc que la guerre mondiale est déclarée le 8 août, et puis des appels à la mobilisation. Il y a des dizaines, des centaines de Guadeloupéens qui partent. Il y a des centaines qui partent. Environ 1400 Guadeloupéens sont morts, entre 1000 et 1400 sont morts. Okay? Mais des milliers partent, environ entre 9000 et 10 000 qui partent. Et ils partent et ils vont défendre la nation. Puisqu'on leur explique qu'il faut payer l'impôt. Ils partent pour défendre la nation. Okay? Bon. Et ils se battent, ils meurent partout, ils meurent dans toute l'Europe, ils meurent en Grèce, ils meurent en Serbie, ils meurent en Tunisie, ils meurent aux Dardanelles, ils meurent également en Allemagne aussi, il y en a qui sont emprisonnés en Allemagne. Donc, ils meurent. Et je crois que c'est quelque chose d'important à signaler. Moi, pendant un certain temps de ma vie militante, j'avais un regard très critique, disons, sur ces Guadeloupéens, ces jeunes-là qui étaient partis. Autrement dit, pas seulement sur la guerre, qui était une guerre impérialiste, c'était une guerre pour le partage du monde, mais même sur les jeunes qui étaient partis. C'était des jeunes de 20 ans, de 22 ans, de 23 ans, en disant, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là? Mais en découvrant la guerre, en découvrant les souffrances, en découvrant aussi tout ce qui s'est passé après la guerre, parce qu'il y en a qui reviennent, ils sont estropiés, il y a des gueules cassées. Tout à fait. Il y a quand même environ 1000 morts. 1000 morts. Dans la petite commune où j'habite, il y en avait 47, quoi, qui sont sous le monument mort, c'est-à-dire reconnus morts pour la France. Mais il y en a davantage, il y en a qui meurent quelques années après. Quelques années après. Oui, des souffrances et des traumatismes. Donc, que l'on veuille mettre qu'on mette des monuments morts, bon, pourquoi pas. Mais dans certaines villes en France, ils sont inconnus. Non pas qu'ils soient inconnus, mais sur les monuments aux morts, il y a des inscriptions pour la paix. Il y a des slogans pour la paix. Plus jamais ça, ou non à la guerre, etc. Donc, d'ailleurs, moi, j'avais la prétention, sur le monument de la commune de Petit-Bourg, de mettre quelque chose de ce genre-là, en disant, ils sont morts, ok, d'accord, ils sont morts pour une guerre qui ne les concernait pas. Mais ils sont morts, ce sont des valeureux, qu'il faut reconnaître. Et puis, en disant... plus jamais ça, quoi. C'est-à-dire, nous n'avons pas à aller participer à des guerres impérialistes encore. Si la France, maintenant, entre en guerre contre le pays, est-ce que les Guadeloupéens vont se mobiliser parce que la France a décidé d'engager une guerre pour pouvoir conquérir notre territoire? Bon, on n'est plus à l'époque coloniale, mais sauf que nous avons des jeunes Guadeloupéens qui sont morts en Afghanistan, quand même. Il y en a qui sont morts dans les pays d'Afrique parce qu'ils étaient engagés militaires, ils ont fait l'armée française, et ils sont allés se battre en Afghanistan. Je crois de la même année, dans les années 80, nous avons perdu 3 ou 4 jeunes Guadeloupéens. Si, c'est vrai. Les guerres sont meurtriers. Donc, la Première Guerre mondiale, c'est un événement très important dans l'histoire de la Guadeloupe. Très, très important. On oublie. On passe devant le monument mort, on ne le voit pas. On ne le voit plus. Avant, vous savez, il y a un homme d'âge de la commune de Petit-Bourg qui me disait que quand ils partaient devant la mairie à cheval, ils passaient devant le monument mort, ils se signaient. Il arrivait devant l'école publique, ils se signaient, ils s'arrêtaient. Parce que le monument mort était important dans la mémoire des gens. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus, même les enfants des combattants de la Première Guerre mondiale sont déjà décédés, quoi. Mais c'est vrai que si on regarde bien, c'est vrai qu'on sait qu'on a des soldats guadeloupéens qui sont partis, mais les noms de ces personnes... Les noms sont sur les monuments morts, mais pas tous les noms. C'est ça. Je vous dis, sur le monument mort de la commune, sur chaque commune, il y a un travail à faire de retrouver les noms de tous ceux de la commune qui sont morts. Sur le monument mort de ma commune, il y avait 34 noms. Au bout du compte, on a trouvé 47. 47, dans une seule commune, 12 de plus, à peu près. Donc, si on fait ça pour toutes les communes, il y a une historienne martiniquaise qui a fait le travail sur la Martinique, et effectivement, elle a trouvé plus de 200 noms qui n'avaient pas été retenus.
C'est vrai que en parlant de monument aux morts, je sais que le monument aux morts de Bémaro est spécial. Oui. Il est noir. Il n'y en a pas partout. Non, mais il est fait à quelle année, c'est ça? Oui, il date. Il date pas. Il n'est pas si vieux que ça. Non, mais justement, c'est parce qu'il n'est pas si D'accord. vieux que ça. Il n'est pas si vieux que ça. Ouais. Et justement, cet aspect à nos jours, est-ce que dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, parce que c'est vrai qu'on dit qu'on a des Guadeloupéens qui sont partis, il y a ceux qui sont même restés là-bas, qui n'ont pas pu repartir. Je vois dans le livre des appels à « laissez-moi rentrer à Casamouin ». Des appels de cris. Est-ce que dans tes recherches, ces Guadeloupéens ont subi du racisme justement dans le couler sang? Ah si, ils ont subi du racisme. Bon, déjà, dans les camps. Et il y a quelque chose dont je parle là, c'est le commandant Montenol, qui est un Guadeloupéen et qui avait écrit avec d'autres un livret pour les nouveaux qui arrivaient. Il leur disait très clairement, à la première insulte d'un blanc, réagissez. Ah ouais. Il donnait des consignes sur comment être. C'était très clair, il y avait du racisme. Il y avait du racisme dans l'armée, ça s'est manifesté dans les camps, etc. Alors bien sûr, il y avait aussi une grande solidarité, parce que quand on est dans les tranchées, qu'on soit blanc, noir, on est dans les tranchées. On a des bombes aussi mais c'était surtout par rapport aux officiers. Oui. Les officiers qui disaient, par exemple, j'ai une phrase célèbre où on avait donné 11 épaulettes à un Guadeloupéen, un Antillais. Il avait dit, il valait mieux donner ça à un chien. Donc, il y avait des trucs très clairs. Le racisme était surtout venant des officiers de l'armée française qui n'aimaient pas les nègres, carrément, quoi. Et justement, dans le livre, et après on va passer à notre thématique, on parle déjà de soldats créoles. Oui. C'est des soldats créoles. Alors, il faut dire aussi que créoles, quand on parle de créoles, c'est des nègres antillais. Oui, tout à fait. Antillais. Mais on voulait, depuis à l'époque d'ailleurs, distinguer les créoles, les Africains. Il y avait des Sénégalais qui venaient. Les Sénégalais, oui, les Sénégalais qui venaient. Et quand la guerre, quand la conscription va se faire en 1913, les parlementaires antillais demandent à ce que les soldats des colonies françaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ne soient pas dans les régiments coloniaux, en disant que nous ne sommes pas comme les Africains. Ils voulaient que nous soyons dans les régiments d'infanterie, etc., comme les soldats français. Non, on a décidé de nous mettre dans les régiments d'infanterie coloniale, avec les Sénégalais, avec, disons, les marcheurs sénégalais. Donc nous étions avec... mais c'était dans la logique française. Mais c'était la logique, c'est-à-dire nous étions des colonies. Colonies, donc de la même manière que les gens, les Kanaks, etc., on était pareil. Okay? Donc oui, mais les soldats créoles existaient à côté des soldats qui étaient africains, etc. Alors justement, quand on voit effectivement dans l'histoire de la Guadeloupe, donc on reste encore dans le volet historique, effectivement, maire de Petit-Bourg pendant 7 ans, énormément de livres écrits justement sur Petit-Bourg, et effectivement on va parler de Petit-Bourg de 1910. L'horrible carnage du 16 octobre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est dans l'histoire de la Guadeloupe, à ma connaissance, en politique et même dans les mouvements sociaux, c'est l'événement le plus sanglant qui a lieu. Il y a eu 9 morts ce jour-là, un jour d'élection dans la commune de Petit-Bourg. Alors, le contexte, c'est celui de la rivalité dure qu'il y a à l'époque entre deux leaders guadeloupéens, Légitimus et Bonneuf. Et donc, vous avez, alors l'un socialiste, Légitimus, et l'autre dit libéral, Bonneuf. Et vous avez dans la commune des représentants de ces deux hommes politiques-là. À l'époque, les socialistes ont le soutien du gouverneur de l'époque qui s'appelle de la Loyère. Et lors de ces élections-là, il y a une tentative de fraude qui est organisée par les partisans de Légitimus, donc son représentant aux élections, qui se présente aux élections. Et puis, il y a bousculade. Les partisans de Bonneuf essaient de rentrer dans la salle. La gendarmerie, qui est là à l'époque, se poste sur le perron de la mairie et tire sur la foule. Donc c'est un attentat, c'est une sorte de massacre. C'est un massacre. 9 morts qui tombent ce jour-là. J'ai commencé à travailler sur cette thématique-là dans les années 80, je m'appelle vers 87-88. Et quand je commençais à en parler aux gens qui avaient vécu l'événement, ils refusaient de parler.
Ah ben, alors, c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches et j'ai lu, je me dis qu'on parle beaucoup de mai 67, mais on se rend compte que ce type de pratique existait bien longtemps avant. On a toujours tiré sur les Guadeloupéens. C'est ça, parce que c'est ça qu'on a constaté. On a toujours tiré sur les Guadeloupéens, on a toujours tiré, lors des moments de grève, on a toujours tiré sur les Guadeloupéens. Là c'était pire, puisque là, les gens n'ont même pas le temps de courir, c'était sur place, là. Ouais, c'était des innocents. On a tiré, ils étaient 7 ou 8 gendarmes sur le perron, et ils ont mitraillé la foule, quoi. Les gens sont tombés. Bon, donc c'était d'ailleurs, j'ai appelé le Dimanche sanglant. Et le titre de l'ouvrage Horrible carnage au Petit Bourg, c'est le titre de journal de l'époque. C'était un carnage. Et après justement ce carnage, comment a repris la vie justement Non, mais la vie politique a été marquée pendant très 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 longtemps par ça, puisque le carnage a eu lieu au premier tour des élections, au deuxième tour des élections. Alors figurez-vous bien que ceux qui étaient responsables disons, du carnage ont fait très peu de voix. Ils ont eu peur de se présenter aux élections. Oui. Donc le partisan de Bonneuf a été élu. Et pendant toutes les années qui ont suivi, la rivalité a toujours été là. Mais c'est un événement qui a porté un coup de la commune au mouvement socialiste. Parce que les socialistes étaient très forts de la commune. Et ça a été un coup, disons, au socialisme au niveau de la commune. Et ça a marqué les esprits. Et je vous disais que bon, les gens n'en parlaient pas parce que ça marquait tellement les familles. Ça marquait les familles que les gens avaient peur d'en parler toujours. Alors, pour ceux qui veulent effectivement connaître l'histoire de Petit Bourg en 1910, donc c'est vraiment le titre, aux éditions Nestor toujours. Vous voyez, donc effectivement, passionnant, ça raconte l'histoire. Il y a une plaque dans la commune avec le nom de tous les martyrs. On reste toujours dans Petit Bourg, parce que Petit Bourg, il y a eu encore beaucoup d'écrits. Il y a eu aussi Petit Bourgeois... non, c'est pas ce que je voulais pas. C'est pas de ça que je voulais pas dire. J'ai vu un autre livre sur Petit Bourg que j'ai lu. Je dis Petit Bourg. Montebello, c'est même pas des livres, c'est des. On parlait des mémoires d'habitation. Ça, effectivement, j'ai parcouru. Donc, Petit Bourg était riche au niveau, on va dire, la filière cagnard. Ah oui, ça a toujours été un bassin canier. Ouais. Et alors, pour ça, je pense que c'est un travail, me semble-t-il, au moment où on discute beaucoup de toponymie, du nom des sections, des rouilles, etc. Je crois qu'il y a un travail à faire au niveau de nos communes sur l'histoire des habitations. Oui. Et donc, c'est ce travail-là que j'avais commencé sur Petit Bourg, donc avec un écrit sur 3 sections, là il y en a 2, sur Montebello, l'histoire de la section de Montebello, l'histoire de la Grippière aussi, de la Grippière, l'histoire également de l'habitation Saint-Jean, l'histoire également de l'habitation Juston. Okay? Donc je crois que c'est intéressant à faire, disons, qui permet bien de comprendre les lieux de vie des esclaves d'avant, mais surtout comment se sont constituées les sections d'aujourd'hui. Donc ce travail-là, je pense avoir le temps de le continuer. Oui. Petit Bourg après de 40 sections. Donc vous voyez le travail qui reste à faire. Il y a un travail, mais c'est vrai que... Il y a important à faire là. Alors, ces habitations, c'est vrai que quand on regarde bien, parce qu'on aime dire c'est mon habitation, en sortie. C'est mon habitation, mais c'est mon tel côté. C'est ça. Donc, c'est mon tel côté. Est-ce que c'est ce qui a créé effectivement l'identité Oui, les identités sont fortes. Et c'est pourquoi, bon, quand on discute avec des amis sur le problème du changement des appellations des sections. Moi, j'habite une section à Petit Bourg qui s'appelle Fougères. L'habitation Fougères porte le nom d'un ancien propriétaire qui était le marquis de Fougères. Le marquis de Fougères, c'était qui? C'était le propriétaire de l'esclave Gertrude. C'est lui qui a livré Gertrude. Donc j'habite une section qui porte le nom du bourreau, en quelque sorte. Du bourreau. Ouais. Bon, mais ceci dit, les gens de Fougères, bon, c'est mon Fougères. Oui, c'est mon Fougères. Donc la décision qu'on pourrait évoquer, prendre, de changer le nom de la section, parce que c'est celle du bourreau, en même temps, ça pose des problèmes d'identité, parce que on dit presque envie de dire que les gens de la section se sont construits autour de ça aussi. Donc, il y a des choses à gérer. Il faut en même temps, quand même, porter un regard critique sur ça. En même temps, voir aussi comment le changement pourrait être fait, dans quelle mesure, à quel rythme, sous quelle modalité.
et de façon à ce que l'identité de la section soit confrontée. Il y a un jeune d'une section de Petit-Bourg qui m'a appelé en me disant ouais bon quand mais moi c'est mon Juston hein, qui toujours été mon Juston. C'est hein. ça. Donc, alors que La rivalité entre Juston a participé également au crime quoi. Bon, mais, moi c'est mon Juston. Alors, mais justement sans transition quand on regarde parce qu'on dit que Fougère, mais Fougère en dehors justement de son maître, celui qui était propriétaire, il y a une histoire aussi qui s'est construite. Et Gertrude, il pète en blanc. Gertrude, c'était en esclave. Une négresse esclave. En esclave. Et Gertrude a fait quelque chose d'extraordinaire qui effectivement a été écrit aussi par trois. Donc l'exécution de la négresse Gertrude, donc le 8 février 1822, c'est une empoisonneuse. Ouais, elle est dénoncée en tant que, comme vous allez soupçonner du crime d'empoisonnement. C'est ça. c'est ça la phrase. Oui, Gertrude travaillait sur l'habitation du marquis de Fougère. Et puis, il y avait sur cette habitation-là et sur d'autres alentours, il y avait des maîtres qui mouraient. Il y en a eu 3. Ouais. La femme du marquis de Fougère, notamment, qui était toute jeune et décédée. Son frère également. Un autre propriétaire est décédé également. Il y avait des animaux qui mouraient. Il y avait même des esclaves qui mouraient. Et donc, l'idée est partie en disant, voilà, c'est un empoisonnement. Il fallait chercher la responsable. Et puis, Gertrude a été retenue. C'est Gertrude, disons, qu'on a dénoncée. Certains l'ont dénoncée. Oui, il fallait trouver un coupable. Oui, elle a été dénoncée. Elle également avec le gérant de l'habitation, Jean-Philippe. Sa fille, la fille de Gertrude, qui s'appelait Périne. Et une autre esclave qui était libre de patente, c'était une marabout, qui également, ils sont quatre qui ont été arrêtés, poursuivis, condamnés. Et celle qui a été condamnée à être pendue et brûlée, c'est Gertrude. Le 8 février 1822. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est le fait qu'elle soit pendue et brûlée. On en a fait d'autres également en Guadeloupe. Mais c'est l'attitude de Gertrude devant tout ça. Son attitude. Ouais. Quand on l'a arrêté et quand on l'a amené par bateau, le tribunal vient de Pointe-à-Pitre. Oui. Par bateau, bien, on l'amène à la commune. Et puis, on essaie de la faire parler. Le curé vient d'abord pour prendre ses dernières confessions en disant qu'elle va parler, elle envoie paître. Ouais. Et puis, d'autres gens viennent. Elle ne répond pas, elle ne dit rien. Elle arrive devant... disons, le bûcher, on va la pendre. Elle demande à manger. Ouais. On lui donne du pain et du vin. Et dans la transcription du document, il est écrit, nous lui donnons du pain et du vin, du vin en espérant que ça va lui délier la langue. Oui. Donc elle va, si elle est condamnée, c'est qu'elle a déjà avoué. Mais on veut encore qu'elle avoue, donc c'est qu'elle n'a pas avoué, n'a rien avoué. Ouais. Donc, Gertrude mange. Et c'est écrit également, elle n'avale plutôt qu'elle ne mange. Donc, elle gloutonne, qu'elle prend, et puis elle monte d'elle-même à l'échelle fatale. Ouais. J'imagine Gertrude montant, se passant la corde au cou, et regardant la foule. On a réuni sur la place de la mairie le 10e, je crois, des ateliers. C'est-à-dire les esclaves sont rassemblés autour pour qu'ils assistent à la pendaison et à la crémation. Et Jean-Philippe, qui est son complice, est fouetté. Il est fouetté sur la place publique. Périne est en prison, etc. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et j'imagine, Gertrude, c'était pas, au début, je pensais que c'était une jeune, mais c'est pas une jeune femme. Elle a une 50aine d'années à l'époque. Elle a une 50aine d'années. Et ce qu'on doit retenir, c'est sa fierté et son mépris de tous ces gens-là qui l'accusent. Tout à fait. Je crois que c'était important. Sachant qu'en plus, à l'époque, je pense que, et c'est vrai que c'est là qu'on remonte l'histoire effectivement des remèdes rasiers. Oui. Alors là, le problème des poisons, alors je parle beaucoup là, des empoisonnements, des plantes avec lesquelles, le brinvilliers, des plantes comme ça avec lesquelles qu'on utilisait pour empoisonner les maîtres, les bestiaux, mais parfois les esclaves y passaient. C'est ça. Il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que la richesse d'une habitation, c'était également des esclaves. Oui. C'était les esclaves. Donc, porter atteinte au pouvoir économique du blanc, c'était également toucher aux esclaves. Et quelquefois même, je pense que c'était même de leur propre chef. Oui, il y avait ça aussi, bien sûr.
Alors, effectivement, c'est intéressant. Donc, on pourrait en parler des heures. Donc, effectivement, là, on voit aussi, on arrive à nos années 19e siècle. On va arriver à l'hôpital de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on fait des bons. On fait des bons dans l'histoire. Donc, l'hôpital de la Guadeloupe, il y a eu d'abord ce qu'on appelle le vieil hôpital, qui est sur une colline perchée. Et qui, effectivement, dans cet hôpital, on a des éminents médecins illustres qui organisent la santé en Guadeloupe. Alors, justement, on va parler, il y a le docteur, il y a docteur Berchel, il y a le docteur Miro. Toutes ces personnes, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il en est resté aujourd'hui? Surtout en sachant que tu as une partie de ta vie à l'hôpital. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis entrée en Guadeloupe, c'est des noms qu'on disait qu'ils ont bravé des... Comment dire, pas des interdits, mais ils avaient vraiment des valeurs nationalistes. C'est-à-dire qu'il fallait absolument construire la santé pour les Guadeloupéens et pour cela, tout réorganiser. Oui. Qu'est-ce qu'il en est resté? C'est ça. Question difficile. En tout cas, ce qu'il faut signaler, il y a une génération d'hommes qui se sont sacrifiés pour l'hôpital, qui ont tout donné à l'hôpital. Berchel est certainement de ceux-là. Ouais. Un grand homme, un passionné, qui a une connaissance encyclopédique, c'est-à-dire qui dépasse sa spécialité de pédiatre, okay? Et donc qui a tout donné à l'hôpital. Mais surtout qui avait une grande conscience, je crois, du pays. Ouais. Autrement dit, il ne s'agissait pas de se battre pour l'hôpital. L'hôpital, c'était également un pays. Et la promotion des hommes et des intellectuels, des connaissances de la science guadeloupéenne. Et Guy Méraud, c'était pareil. C'est pourquoi ils étaient copains. Ouais. Très liés. C'est vrai, ils étaient amis. Très liés. C'était normal parce qu'ils se retrouvaient à ce niveau de réflexion-là. Et essayant d'entraîner au maximum les jeunes médecins guadeloupéens aussi, parce que Méraud n'était pas médecin, c'était un chercheur au laboratoire. D'ailleurs, bon, ce qui est de lui, c'est le centre Guy Méraud de la drépanocytose. Hein? Et ce qui est de lui, bon, qui est là, c'est lui qui a l'initiative. Et je crois qu'il fait partie de cette génération d'hommes qui ont donné. Avant eux, il y avait quand même Bastaro, il y avait Dramor, il y avait ces gens-là, qui ont construit, qui se sont... Et après eux, il y a eu des gens comme le docteur Salin. Hein? Donc il y a un certain nombre de gens, certains engagés dans l'action militante, franchement, c'est le cas de Salin, engagés dans l'action militante et qui ne concevaient la médecine qu'au service d'un pays et d'une démarche de souveraineté. Méraud, Berchel, eux aussi sur des positions, disons, guadeloupéennes. Et puis, Dramor et Bastaro, eux aussi, disons, qui étaient, je pense que ça veut dire la référence de tout. Même la référence de Berchel et de Méraud, au-dessus d'eux, il y avait Dramor. Monsieur Dramor, pour ceux qui l'ont connu, parlait avec passion de l'urgence, de la réorganisation de l'urgence. Bien sûr. Et puis, ils ont été là à la base. Alors, bien sûr, l'hôpital n'a pas été, disons, ce qu'ils auraient voulu, même dans la conception. Mais à l'époque, il fallait faire des concessions, sinon on n'aurait jamais eu cet hôpital-là. Donc, Bastaro l'explique très bien. Il a dit ce n'est pas tout à fait ce que nous voulions, mais il fallait faire ça. Et pour après ça aller plus loin, passer à un CHU, parce que c'était l'hôpital général, après jusqu'au CHU, et après que nous ayons en Guadeloupe la fac de médecine. C'était jusque-là. Et que nous puissions former nos intellectuels chez nous. Il y a eu quand même, je crois, il faut le dire, à l'initiative de CRT personnel hospitalier, disons, une manifestation pour rendre hommage à ces anciens-là. OK, bon, c'est ce qui est très, très, très bien d'ailleurs, mais il faut que ça se perpétue parce qu'actuellement, comment dire, l'adhésion et l'identification à l'hôpital n'est plus ce qu'il était auparavant. Ce n'est plus ce qu'il était auparavant. Il faut dire aussi que la situation de l'hospitalisation publique, en général, est beaucoup plus difficile. On va dire est-ce qu'il y a espoir justement qu'on puisse, c'est vrai qu'on parle de cette dépendance française, d'accord, mais que l'empreinte de ces grands hommes puisse effectivement renverser en expliquant et en racontant, en incitant les soignants, parce que c'est les soignants qui sont concernés. Hein. Oui, il faut raconter, mais bon, je pense que le combat d'aujourd'hui est quand même différent. Là, actuellement, au point où nous en sommes, nous subissons, disons, les mêmes difficultés que les hôpitaux français.
Ouais. Exactement pareil, avec un coefficient multiplicateur. Ouais. Le coefficient multiplicateur, c'est celui de la dépendance. C'est que nous sommes en situation de dépendance extrême, j'ai envie de dire, qui fait que les mêmes mots qui existent là-bas, ici, sont multipliés par 10 par 100. Et ça, c'est le coefficient colonial, comme je dis, qui fait que c'est davantage ressenti chez nous. Il y a la distance, il y a le rapport à la Guadeloupe, parce que qu'on le veuille ou non, le regard que la France porte sur nous reste un rapport condescendant, soit paternaliste, soit franchement colonial. Et je crois qu'il faut accepter ça. Je veux dire, il faut accepter l'évidence que c'est comme ça et voir comment changer. Donc je pense que le combat que les autres ont mené doit nous inspirer. Okay. Mais Guy est bon en 95, je crois. Ouais. Bon, il y a des années qui sont déjà passées. Il faut s'inspirer d'eux, mais il y a d'autres combats actuellement à mener au niveau de l'hôpital. Alors, c'est vrai que le temps passe très vite, mais on ne peut pas ne pas parler de la négatitude. Alors, j'ai essayé de chercher la définition, on va dire, on va faire Google. Est-ce que c'est un terme qui existe? Non, on va dire non, ça n'existe pas. C'est un nouveau mot, mais ce n'est pas si nouveau. C'est pas si nouveau parce qu'effectivement, on le vit au quotidien. Et je pense que c'est pour ça qu'on a commencé par l'esclavage, parce qu'après l'esclavage, on nous a traités de feignants. On va dire que, quand je dis traité de feignants, c'est-à-dire nègla pas avait travaillé la terre encore. Donc, cette négatitude, est-ce que tu peux donner une définition rapide pour ceux qui nous regardent pour bien comprendre ce terme? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est... alors, moi, je parle d'où? Je parle de débats qui ont cours, notamment au lieu où je travaille, que je suis en train de quitter, puisque je pars à la retraite, de travail, où il y a depuis 2-3 ans, disons, des débats, enfin 4-5 ans même, des débats qui se mènent sur le problème du management. Oui. Le management, c'est-à-dire, pas des moyens dirigés de nègres, etc. Ouais. Bon, ce que Patricia a écrit, d'autres ont écrit là-dessus, etc. Voilà. Mais le discours qui est tenu, que c'est des hospitaliers tiennent, notamment de l'encadrement, c'est de dire nous avons les mêmes difficultés déjà de management que les managers en France, dans les hôpitaux, mais nous avons ça de plus, c'est que nous avons à faire ça avec nos compatriotes. Ouais. Donc ça, c'est un gros problème. C'est énorme. Donc, moi, mon discours, c'est de dire et alors? De dire et alors? Le Guadeloupéen n'est pas taré. Mais non. Bon, le problème, c'est que nous n'avons jamais pu nous pencher sérieusement sur les clés du management à la guadeloupéenne. Donc, il faut essayer de comprendre vraiment d'où vient notre situation. Je ne suis pas le premier à en parler. J'en parle à ma manière. Donc, il s'agissait pour moi, en fait, de faire je pense que ça veut dire une série. Parce qu'après le premier ouvrage, il y en a 2 ou 3 autres qui vont déboucher sur le dernier qui sera comment manager. Quelle réponse à ça, à cette situation-là? Donc, le premier, c'est de dire que, oui, il y a une négativité au travail qui nous concerne. Nous avons une manière d'être au travail nègre. OK? Nègre, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Bon. Le problème, c'est d'où ça vient. Alors, d'abord, le premier, c'est de dire d'où ça vient, c'est-à-dire dire d'abord que, de toute façon, depuis la nuit des temps, on nous a dit que nous étions comme ça. Ouais, on nous a inculqué, on nous l'a inculqué, mais même dans les contes qui existent chez nous, les comptes qui existent chez nous, les vrais bon Dieu est distribué, il bat blanc là en enveloppe, il bat mélat là en porte-plume, et il bat nous en boîte avec roux et sable. Tout à fait. Donc il bat nous en travail. Et bon, voilà. La deuxième chose, c'est donc ce qui se dit au niveau de la Bible, et puis ce qui se dit dans les contes, ce qu'on a appris à l'école, parce que l'école également a été un instrument, disons, d'asservissement, mais où on a donné une image. Dans les livres d'histoire et de géographie de l'époque, quand on parlait de l'Afrique, il y avait une image du nègre aussi. Donc je parle de l'école. Je parle également des artistes de chez nous. Je parle d'Henri Salvador et autres qui disaient, voilà, qu'on ne travaille pas, quoi. Hein? Comment sa chanson, c'était quoi encore? Comment dit, oui, c'est vrai que je me rappelle plus. Je parle de le livre. Bon, donc voilà, donc c'est
c'est ça. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est Oui, la préserver, etc. tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, je parle un peu de ça pour dire, voilà, disons, ce qui est dit sur nous. Comme on l'a dit, je parle également de ce qui se disait au moment de l'esclavage, c'est-à-dire que pour ne pas abolir l'esclavage, l'argument c'était si on les libère, ils ne vont pas travailler. Le fouet, ce n'était pas parce qu'ils étaient méchants, c'est parce qu'on ne travaillait pas, c'était pour notre bien. Et le fouet avait cette vertu-là de nous revigorer. Ouais, c'était la carotte. C'était, ça nous donnait de la force. Ouais. Bon, et quand par exemple nous étions sur le bateau, nous revenions d'Afrique, on était sur le bateau, pour nous faire danser, parce qu'il fallait que l'on danse, pour que les muscles vivent quand même, on nous fouettait et on aimait ça. On aimait ça. Mais à tel point qu'il disait qu'on n'était pas sensible au fouet. On était tellement habitué au fouet. Donc, je parle de toute cette période-là où, disons, ça a été construit. C'est-à-dire la paresse comme étant l'éternel nègre, et comme Achille Mbembe dit, la raison nègre. La raison nègre, c'est ça. C'est une construction, mais qui date de longtemps. Depuis le truc papal là, depuis le fait que tu sois des enfants de Cham, tout ça, ça existe là. Ensuite, il s'agira de dire, dans un deuxième temps, est-ce que ce que l'on dit de nous, ce n'est pas ce que nous donnons à voir? C'est ça. Parce qu'il y a peut-être ce que nous donnons à voir, c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ce que nous donnons à voir. Mais sauf que l'explication qu'ils en donnent n'est pas ça. Il s'agira dans un troisième temps de dire, bon, mais en fin de compte, d'où ça vient? Tout à fait. Et dans un quatrième temps, de dire comment maintenant nous devons manager un Guadeloupe. Notre propre population. Comment quelles sont les clés? Ce n'est pas le travail de sociologue seulement. Ce travail également d'un anthropologue, ce travail des psychologues, ce travail des ingénieurs culturels, ce travail des gens qui font des ressources humaines. C'est tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait un travail qui se passe là-dessus. Une réflexion, parce que, bon, les peuples ne sont pas pareils. On ne peut pas nous diriger comme on dirige des Chinois, des Américains, des Français, des Belges. On a notre histoire, c'est tout à fait différent. Alors, pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus, donc c'est sorti aux éditions Nègre Marron. C'est Guadeloupe, Guyane, Martinique, de la négatitude au travail. C'est le premier tome. Et c'est l'éternel nègre, la paresse feignante depuis l'Antiquité. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on arrive à la fin. Ce tome-là, c'est sur la paresse. On arrive à la fin. Il nous restera 1 minute et demie. Ça va aller très vite. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Mais on ne peut pas ne pas parler justement de tes billets que tu sors en ce moment par rapport à justement des boulonnages de Shellcher ou bien les noms d'esclavagistes sur les murs. On entend, c'est vraiment rapidement. C'est pas une solution, mais est-ce que ce qui est en train de se passer dans le monde, parce que ça c'est la question d'actualité, on montre plein d'images, on nous flagelle d'images, de statues déboulonnées, de noms enlevés. Quel symbole qu'on essaie de faire passer? C'est-à-dire que, bon, sur cette question-là, je crois que, comment dire, les faits sont incontestables. C'est-à-dire on peut avoir les points de vue que l'on veut, mais c'est que ça se fait. Ouais. Ça se fait, c'est réel, ça se fait, ça crève les yeux, c'est que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. On peut être d'accord ou ne pas d'accord, ça veut dire quelque chose. Il y a actuellement une prise de conscience qui est nette et il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut surtout pas banaliser. Je pense que la déclaration du président Macron, elle est nulle, quoi. Mais tout le monde le pense, je pense. Elle est nulle. Tout le monde le pense. Non, il ne peut pas dire ça. Ouais. Il dit oui, vous savez, l'histoire... Il y a un copain à ma historien qui disait ça. Il disait qu'il n'y a pas de vérité historique. Je pense qu'il a raison. Oui. C'est-à-dire, l'histoire peut être une chose là aujourd'hui. Quand je dis l'histoire, les faits historiques et leur interprétation. Et puis il y a demain. À demain, avec une nouvelle vision. Sauf qu'il ne faudrait pas forcément, disons qu'aujourd'hui, disqualifier demain, complètement. Mais mettre demain à sa... Hier, en fait, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui disqualifie hier. OK? Mais il faut mettre hier à sa place. C'est-à-dire que si un temps, il a fallu, je ne sais pas moi, qu'il y ait des statuts, ils ont mis ça pour eux. Mais maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Et puis, ce que ça signifie pour chacun, parce qu'il y a quelque chose qui est frappant. Je prends le cas de Léopold II qui est déboulonné... en Belgique. Oui. OK? Mais c'est bizarre. Il tourne à Kinshasa. À Kinshasa, il est là. Il est là et il n'y a rien eu à Kinshasa. C'est quand même bizarre. Mais de la même manière, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France qui a brûlé la France. Mais le mouvement des Gilets jaunes n'a pas mobilisé les jeunes des banlieues. Non. Ni les jeunes Black Bleu. Et ils sont là maintenant, dans ce combat-là. Ils sont dans ce combat-là. OK? Donc,
tout ça signifie quelque chose. Il ne faudrait pas que, notamment en France, qu'ils essaient de banaliser ça, il y a un mouvement en France et au niveau mondial, disons, qui se crée. Qui se crée. Alors, j'ai fait le billet d'humeur, le dernier d'ailleurs sur Raspail, parce que j'ai pensé que c'était important, pour dire que, oui, d'accord, OK, on peut faire ça, mais moi, ce qui m'importe, moi, c'est l'avenir du pays. Ouais. C'est-à-dire, ce combat-là est juste, tant il n'obstrue pas la vue, c'est-à-dire qu'on continue à regarder le pays. Parce que l'acte en lui-même n'est pas un acte révolutionnaire, c'est un geste politique certainement, mais qui n'est pas révolutionnaire au sens qu'il propose un changement de société. Et c'est pourquoi je parle de Raspail, je dis que Raspail a tenu sur Schœlcher le même discours, en disant qu'il y avait trop de statues, trop de rues, etc. Et il disait qu'il fallait déboulonner Schœlcher. Et il disait qu'il fallait mettre des statues de Delgrès. Et il disait qu'il fallait... Schœlcher est un faux héros. Le vrai héros, c'est Delgrès. Vous savez qui est Raspail? Un royaliste, un catholique, un raciste, qui a écrit un livre scandaleux sur nous qui s'appelle « Secours le cocotier » en 1966. Donc, il est loin d'être un révolutionnaire, mais il avait ce même point de vue-là. Par contre, lui, c'est parce qu'il était contre la République. En fait, son opposition à Schœlcher, c'est une opposition à la République. Donc nous, je crois qu'il faut surtout voir le pays, et puis que ces débats-là ne nous divisent pas. Surtout, oui, nous rassembler. Qu'il ne nous divise pas. Schœlcher, comme Richepost ne peut pas nous diviser, il est mort il y a longtemps là, puis, il vient mettre du désordre chez nous toujours, et Schœlcher aussi, il vient mettre du désordre chez nous. Alors que nous avons un truc à construire, que nous débattions, que nous nous disputions tout ce qu'on veut, mais sauf, il ne faudrait pas que nous nous divisions là-dessus. Un mot, et puis c'est la fin, il faut vraiment finir. Un mot. La Guadeloupe d'aujourd'hui, un mot pour la qualifier. Juste un mot. Situation de dépendance extrême. Dépendance extrême. Et besoin plus que jamais de souveraineté. Monsieur Broussillon, merci de ce moment passé. Il faut effectivement qu'on mette un terme à l'émission parce que... On a dit, on n'a pas tout dit. Donc, vous trouverez une bibliographie de tous ces livres sur le Facebook du ZCL News et aussi sur le Facebook du ZCL Event Culturel. Et bien sûr, sur l'Instagram, je vous mettrai tout parce que c'est passionnant, il faut qu'on se cultive. Rapidement, vous avez la fête de la musique ce dimanche, Solid Music Art, avec sous la direction artistique de Tania Saint-Val. Donc, soyez devant vos télés à Canal 10, ce sera sur Guadeloupe la première. Sincèrement, c'est digitalisé. Et vous avez tout de suite là, à 17h, sur le Facebook de l'Archipel, Ticosé. Alors... allez sur le Facebook, c'est vraiment un moment où on parle culture, où vraiment il faut changer notre vision. Et vous avez bien remarqué, avec tout ce qu'on a dit durant l'émission avec Harry Boussillon, on est en train de changer d'air. Oui, tout à fait. On est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de se passer et il ne faut pas qu'on rate le train, même si pas ni train encore en Guadeloupe. Il ne faut pas nous rater. On change d'air dans les deux sens. Donc, oui. L'accent grave RE et AIR, il faut changer d'air. Bon, je remercie Kevin pour la réalisation. Merci à tous nos Facebookiens qui nous ont suivis. Comme d'habitude, ils se reconnaissent. Et je vous dis, restez connectés, pas lagués. Après moi, c'est Chicanos que vous avez. Donc, continuez à être sur Canal 10. C'était Léon nous.